Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 11e journée du top 14. Mais avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. On commence tout de suite avec le match de folie Clermont-Union Bordeaux-Bègles. Alors ce match, je pense que c'était le meilleur de cette journée. C'est un match très ouvert avec deux équipes joueuses pour le coup, parce que même si Clermont a perdu, on a vu des intentions. Et surtout, il y a eu un scénario de malade. En début de match, on avait une ASM qui était trop pénalisée et qui donnait des points trop facilement. Bordeaux a rapidement pris le score, puis a commencé à se stabiliser en termes de niveau de jeu et a commencé à faire des fautes à partir de la seconde période. Ces fautes ont permis à l'ASM de revenir dans le match jusqu'à même passer devant. Mais au final, après un miracle des dieux du rugby, Pete Samu récupère le ballon après un renvoi raté de l'ASM et s'en va marquer l'essai de la victoire à la 78e minute. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce match, au niveau de l'ASM, c'est notamment son jeu de devant. On sent vraiment que le point fort de Clermont cette année, c'est le pack, que ce soit en touche, en mêlée ou même dans le jeu en général, c'est un pack qui avance plutôt et qui permet à sa charnière de bien orchestrer le jeu. Mais derrière, on sent que ça manque de talent. Malgré tout, il marque quand même quelques beaux essais, notamment celui de Delgui. Et le point faible pour l'ASM, ça a été les ballons hauts. L'UBB avait mis un point sur cette phase de jeu qui était vraiment le point faible côté ASM, que ce soit sur les chandelles ou même sur les renvois, comme on a pu le voir sur la dernière action. L'ASM peut sortir frustré de ce match parce qu'ils avaient toutes les cartes en main pour le gagner, mais à cause de fautes inutiles, je parle de fautes de jeu, l'UBB a pu gagner ce match. L'UBB qui est d'ailleurs très impressionnante en ce moment parce que même avec une équipe qui était plus ou moins remaniée, ils ont réussi à faire un sacré match. L'ASM maintenant va devoir regarder vers le bas parce qu'avec les victoires de Lyon et de Oyonnax, il se retrouve à 4 points de la 12e place. Quant à l'UBB, c'est une dynamique exceptionnelle, 6 victoires de rang toutes compétitions confondues, encore une victoire à 40 points à l'extérieur à l'ASM, c'est que du bonus, et il termine l'année 2023 de la meilleure des manières. Et bref, assez parlé de ce match, on va passer maintenant à Oyonnax Pau. Ici, on avait donc une équipe de la section paloise qui avait un projet de jeu assez défini. C'était possession et jouer chez l'adversaire. On voyait que ça manquait un peu de précision, et c'était notamment dû à une énorme défense de Oyonnax. Les deux équipes se rendent coup pour coup en première mi-temps avant qu'Oyo prenne le pas lors de la seconde. Et ça, c'est notamment dû au fait que le jeu se soit axé sur le sol en seconde période. On le sait, Oyonnax est une équipe de chaque ailleurs qui a un bon pack où il est difficile d'aller gagner. Et dès que le jeu s'est basculé sur cette phase de jeu, forcément Oyonnax était dans son terrain. C'est comme ça qu'ils ont pu donc gagner la guerre des rucks et au final marquer de beaux essais, je pense à notamment celui d'Ick Péfan en fin de rencontre. Et ce qui manque à Oyonnax, c'est quand même ce point de bonus offensif. Quand on voit la dernière action, où il remonte encore une fois tout le terrain, on aurait pu imaginer qu'Oyonnax reparte avec 5 points de cette rencontre. Du côté de Pau, encore une fois, l'extérieur c'est un non-match. Après celui à Toulon, après celui à Bayonne, maintenant c'est à Oyonnax. Mais bref, maintenant passons à Bayonne Racing, là aussi un match fou. Le Racing a pris la main lors de la première période avec deux essais qui semblent peut-être assassins, mais qui prouvent un certain réalisme dans l'équipe des Ciels et Blancs. Bayonne était trop imprécis, à l'image de ses quelques essais refusés, notamment celui de Kassim. Mais on sentait quand même que Bayonne avait un meilleur fond, parce que le Racing a marqué des essais sur des contres, mais au-delà de ça, n'a pas montré grand-chose, et n'a pas eu tant de possession dans les 22 de Bayonne. Ils ont juste été réalistes à chaque fois qu'ils avaient le ballon. Bayonne avait donc la possession, et c'est logiquement eux qui ont réussi à trouver les failles, quand le Racing défendait trop et accumulait les fautes. Et au final, on a une victoire qui est totalement méritée pour Bayonne, car c'est eux qui ont pris le jeu, c'est eux qui ont pris des risques, à l'image de l'essai de Bagé, qui vient de nulle part, et franchement, faut être très très fort mentalement pour réussir à faire ce genre de geste. C'est un essai qui m'a donné vraiment beaucoup d'émotions, parce qu'on sentait que Bayonne pouvait aller chercher cette victoire, mais on n'arrivait pas à voir comment ils allaient le faire, et là, cet essai, il est juste magnifique, et c'est un des essais de la journée, forcément. Il est juste trop beau et c'est franchement une victoire méritée pour Bayonne qui reste encore invaincu à Jean Daugé depuis leur remontée en top 14. Du côté du Racing, c'est un petit coup d'arrêt et je pense qu'ils sont dans une période un petit peu de mou. Certes, il y a cette victoire contre Oyonnax la semaine dernière qui a fait du bien, mais globalement, le mois de décembre, il est mauvais. Une défaite à Clermont en début de mois, 2 défaites en Champions Cup alors qu'ils la jouent, et maintenant 7 défaites à Bayonne alors qu'ils avaient le match en main. C'est vrai que le mois de décembre était pas très bon. Mais bon, ça on verra la semaine prochaine. Pour le moment, on passe à La Rochelle, Stade Toulousain. Alors ce match, je l'ai trouvé pas très intéressant. Du fait notamment que Toulouse avait fait tourner, et ça peut se comprendre, il faut faire opposer les internationaux, c'est normal. Mais bon, j'aimerais quand même dire quelques mots, on a vu La Rochelle
vraiment très performant devant, comme à son habitude, et ce qui avait été un petit peu moins le cas en début de saison. Notamment usé du ballon porté, qui était vraiment leur point fort sur ce match. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Toulouse s'est entêté à en faire de son côté, alors qu'on savait très bien que La Rochelle savait les contenir. Je pense que c'est une erreur de stratégie de la part du Gomola, et je suis un peu étonné parce que en envoyant une équipe remaniée devant et en voyant l'équipe titulaire devant de La Rochelle, je me suis demandé pourquoi Hugo Mola avait joué là-dessus. On va dire que ce match relance un petit peu l'intérêt du top 14 avec La Rochelle qui se rapproche à nouveau du top 6. Maintenant parlons de Lyon-Montpellier. Alors à Lyon, seules les 20 premières minutes ont été bonnes. Le tournant de ce match, étonnamment, c'est les 2 cartons jaunes qui ont été pris par Montpellier. En effet, ces 2 cartons jaunes, je ne sais pas comment, a reboosté cette équipe et au final, ils sont même allés marquer un essai à 13 contre 15. Et à partir de là, on a vu un MHR qui était plus confiant tout le reste du match. Même si, on le sait, c'est 2 équipes qui sont pas du tout confiantes actuellement. Et ça s'est ressenti avec un jeu qui était quand même assez pauvre des 2 côtés. On a vu notamment un Lyon qui était trop systémique. À chaque fois, c'était la même chose. C'était on fait une cellule, voire 2, et après on écarte. Et on a vu notamment plusieurs fois des longues sautées directement vers l'ailier qui bouffaient les décalages. C'était toujours la même chose à Lyon et j'ai vraiment du mal avec le management de Fabien Gegenbacher. Ça fait plusieurs fois que j'en parle et là, je comprends pas quelle est sa stratégie de jeu. À Montpellier, c'était un jeu qui était pas très brodé, mais c'est normal, c'est une équipe en reconstruction. Mais juste, j'aimerais poser une question, c'est pourquoi Louis Carbonel a tenté ce drop à la fin? Pour moi, il aurait fallu attendre un avantage, parce que là, en plus, ils étaient environ sur la ligne des 22 mètres, ils avaient le temps de piloter, de refaire des petits tas avec les avants, assez proches, jusqu'à obtenir un avantage, et là, on pouvait tenter un drop. Ils se sont vraiment précipités sur cette action, et c'est ça que j'ai pas compris. Ils repartent tout de même avec un point de bonus défensif, le premier à l'extérieur pour le MHR cette saison. Un point de bonus défensif que le Castres Olympique a réussi à avoir. Mais là, ce n'est pas le même scénario. En effet, c'était un match compliqué dû aux conditions climatiques, il a plu beaucoup, le ballon c'était une savonnette et c'était un terrain plutôt gras. On a eu un Castres Olympique qui a mené assez rapidement 10-0 et qui pour moi aurait dû prendre le large dans ses 20 premières minutes car c'était leur meilleur de tout le match. Ils ne l'ont pas fait et au final, Perpignan, avec du courage, a réussi à revenir à hauteur à 10-10. Et on avait quand même une équipe de Perpignan qui était assez imprécise et je comprends pas comment Castres a pu perdre ce match. Devant, ça manquait un peu de puissance à Perpignan comme toujours et Castres, à l'inverse, jouait sur les extérieurs. Sauf qu'avec les conditions, c'était trop compliqué. Perpignan avait d'ailleurs identifié un aspect du jeu où Castres était défaillant, c'était encore une fois les ballons hauts. Au final, Perpignan est une équipe qui n'abandonne jamais et a réussi à aller gagner ce match avec un essai après la sirène. Et je suis content pour cette équipe de Perpignan car c'est une équipe qui est d'habitude plutôt joueuse et qui a vraiment du caractère et du courage malgré leur position qui est souvent en 12-13e au classement. La semaine prochaine, le match Perpignan-Oyonnax, ce sera vraiment une finale pour ce qui est de la lutte au maintien. Et j'ai très envie de le voir ce match. Castres se contente de son côté d'un maigre bonus défensif, quand, je pense, il visait les 5 points avant cette rencontre. Enfin, le dernier match de cette journée dont je vais vous parler, c'est Toulon-Stade Français. Alors là, c'était un match qui était pas très joli à voir, honnêtement. Il n'y a pas eu de grandes envolées, c'était un match avec quand même pas mal de déchets techniques, où il y a eu plusieurs actions d'Oura rugby. Durant tout le match, avant l'essai de Leicester Fanganuku, on a vu un Stade Français avec des errements défensifs, chose qui est assez rare pour le Stade Français, mais c'était pas préjudiciable puisque le rugby club toulonnais n'était pas réaliste et ne marquait pas d'essai. Il aura fallu attendre la fin de match avec un essai donc de Leicester Fanganuku. C'était un match de défense où Toulon a réussi à prendre le pas, sûrement grâce aux nombreuses fautes commises par le Stade Français. On a quand même eu un contenu assez faible que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le Stade Français offensivement, on le sait, c'est peanuts. À Toulon, c'était un petit peu mieux, on a tenté quelques trucs, mais il y a eu énormément d'imprécisions. Bref, maintenant passons au top et au flop. Alors en top, je vais commencer par Thomas Aquier. Les journalistes l'ont répété tout au long du match, ce mec jouait avec un nez cassé de la semaine dernière. Ça se voyait sur les images, je crois qu'il se l'est encore plus pété parce qu'il avait le nez avec une grosse entaille ici, et il a fait un match de patron. La touche a été plutôt bonne à Bayonne, il a loupé quelques lancers mais c'était pas préjudiciable, et puis ça a été un vrai guerrier, comme à son habitude, et il est récompensé par cet essai quand il part d'un ballon porté. Deuxième top, j'aimerais mettre Vincent Rattez. L'ailier lyonnais a fait un bon match, il a été tranchant sur chaque intervention, et on sent que c'est un véritable leader à Lyon qui en manque cruellement. Enfin, le dernier top, je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est Maxime Lucu. C'est juste le patron de l'UBB. C'est le meilleur de une mêlée du top 14. J'ose le dire, même devant Antoine Dupont. Le mec est juste
parfait. Là, il a fait encore 100%. Il a fait notamment cette fameuse relance pour l'essai de Madoche Tamboué. Il a été très fort dans le jeu au pied aussi de dégagement. Il a pris toute la pression sur lui et a laissé Matteo Garcia tranquille. Et puis même, ça se voit que c'est un leader, quoi. C'est vraiment un chef. Il a fait un match de ouf et il est vraiment sur une énorme lancée depuis son retour de Coupe du Monde. En flop, maintenant, je vais parler de Théo Atisogbe. L'arrière palois n'a pas fait un match convaincant. Déjà, la semaine dernière, contre Clermont, je l'avais trouvé son match un peu en dents de scie, même s'il avait fait quelques bonnes actions. Là, malheureusement pour lui, il n'y était pas. Bon, ça peut arriver, c'est un mauvais match. De toute façon, son équipe n'a pas été flamboyante, donc c'est pas préjudiciable. En deuxième flop, j'aimerais mettre Joris Second. Je ne comprends pas pourquoi Joris Second est encore titulaire. L'attaque du Stade français est mauvaise, et il faudrait un 10 avec plus de jeu. Je pense notamment à Zach Henry, qui était là pour remplaçant, et qui doit être le titulaire à l'ouverture du Stade français. Enfin, le dernier flop, c'est Seylala Lam, le talonneur de Perpignan, qui a loupé de nombreuses touches, et ça se voyait qu'il n'était pas vraiment dans son match. Jude, c'est un joueur que j'aime bien, mais là il a fait un mauvais match, et il a même fait quelques gestes qui étaient à la limite, notamment ce plaquage à retardement, ou en tout cas au cordeau sur Pierre Poplin, et ce déblayage sur Staniforce, qui aurait pu coûter la victoire à Perpignan. Parce que l'arbitre ne le relève pas, mais je pense qu'il est pénalisable, et c'était même limite carton jaune. Je vous mets maintenant le classement du top 14 avec une lutte pour le maintien qui s'annonce vraiment alléchante quand on voit Oyonnax, Lyon et Perpignan se tenir donc à 3 points, avec Montpellier un peu derrière mais qui n'a pas abdiqué. La lutte pour le top 6 elle est toujours aussi serrée, l'UBB monte à la seconde place et la semaine prochaine, en fonction des résultats, il pourrait potentiellement passer premier. Voilà, cette analyse de la 11e journée du top 14 est à présent terminée. C'était la première de 2024 et juste j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne en 2023. C'était cette année-là que je l'ai créée et vous avez répondu présent. Je vous remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche et m'écrire un commentaire. C'était Bourrichon. Ciao ciao.